Ils ont toujours été les enfants qui ne pouvaient rien faire de mal aux yeux de leurs parents. Dès la naissance des jumeaux, le rôle de Mandy dans la famille a radicalement changé. Elle n'était plus seulement une grande sœur. Elle est devenue leur nounou, femme de ménage et assistante personnelle, tout en un. Tandis que les autres enfants de son âge profitaient de leur enfance, elle allait chercher les jumeaux à l'école, les aider avec leurs devoirs et les traîner à diverses activités périscolaires. La maison était aussi sa responsabilité, le ménage, la cuisine, les courses. Quoi qu'il faille faire, elle le faisait. Pendant ce temps, Carol et Kelvin ne levaient jamais le petit doigt. Ils rentraient à la maison, laissaient tomber leur sac à dos où bon leur semblait et laissaient une traînée de désordre derrière eux comme si c'était leur travail. Un après-midi particulièrement frustrant, alors qu'elle avait environ 15 ans, Mandy a finalement rassemblé le courage d'affronter ses parents à ce sujet. « Maman, papa » dit-elle pendant le dîner, en essayant de garder une voix stable. « Pourquoi suis-je la seule à devoir faire toutes les tâches ménagères ?» Carol et Kelvin n'aident jamais à rien. Sa mère posa sa fourchette et lui lança ce regard, celui qui la faisait se sentir ridicule d'avoir même posé la question. « Ma chérie, c'est comme ça que ça marche dans les familles. L'aîné a toujours plus de responsabilités. » « Mais ce n'est pas vrai, » protesta Mandy. « Je suis allé chez Cynthia et Jessica, et leurs familles répartissent les tâches équitablement entre tous les enfants. Ces familles élèvent mal leurs enfants. » Cingla sa mère, le visage durci. « C'est de ça qu'il s'agit ? Tu as eu des idées de tes amis. » Les jumeaux échangèrent des sourires entendus de l'autre côté de la table. Ils adoraient quand elle avait des ennuis. Plus tard dans la semaine, Mandy essaya de parler directement à Carol et Kelvin pour qu'ils aident davantage. « Pourquoi vous n'aidez jamais aux tâches ménagères » demanda-t-elle pendant qu'ils faisaient leurs devoirs. Carol leva les yeux au ciel. « Maman dit que nous devons nous concentrer sur nos études et nos activités. C'est notre tâche principale. » « Ouais, » intervint Kelvin avec un sourire suffisant. « C'est à toi de faire tout ça. Maman nous l'a dit. » Mais il ne s'agissait pas seulement des corvées. Les jumeaux semblaient prendre plaisir à lui rendre la vie plus difficile. Ils mettaient délibérément le désordre dans les pièces qu'elle venait de nettoyer ou cassaient des choses et la blâmaient. Parfois, ils mentaient à leurs parents, prétendant qu'elle ne les avait pas aidés avec leurs devoirs ou qu'elle avait oublié d'acheter quelque chose qu'ils avaient demandé. L'année de terminale de Mandy aurait dû être excitante. Une période remplie de candidatures universitaires, de visites de campus et de rêves d'avenir. Au lieu de cela, elle est devenue un autre rappel que dans sa famille, elle passerait toujours après les jumeaux. Elle se souvenait très bien de cette soirée. Elle était assise à la table de la cuisine, entourée de brochures universitaires, quand ses parents sont rentrés. Ils avaient ce regard. Celui qu'ils prenaient toujours quand ils étaient sur le point de lui annoncer une mauvaise nouvelle. « Mandy, nous devons parler de l'université » commença son père, sans vraiment la regarder dans les yeux. Sa mère enchaîna, d'une voix neutre. « Nous avons regardé nos finances, et nous n'avons tout simplement pas l'argent pour tes études universitaires. Toutes nos économies doivent aller à l'éducation future des jumeaux. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle resta assise là, à regarder les brochures qui semblaient maintenant se moquer d'elle avec leurs promesses d'avenir brillant et de nouveaux départs. « Mais j'ai travaillé si dur », réussit-elle à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mes notes sont bonnes. Je pourrais obtenir des bourses. » La décision est finale, la coupa sa mère. « Nous devons penser à l'avenir de Carol et Kelvin. »« Et mon avenir » demanda-t-elle, retenant ses larmes. « Tu es débrouillarde, ma chérie, » dit son père, lui tapotant maladroitement l'épaule. « Tu trouveras bien une solution. » Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, écoutant les jumeaux rire dans leur chambre au bout du couloir. Il savait déjà. Elle pouvait le dire à la façon dont il lui avait souri narquoisement pendant le dîner. Une fois de plus, ils obtenaient tout tandis qu'elle n'obtenait rien. Mais quelque chose a craqué en elle cette nuit-là. Au lieu de s'effondrer, elle s'est mise en colère, vraiment en colère. Le lendemain, Mandy a commencé à chercher du travail. En 2 semaines, elle avait décroché un poste de débutante dans une entreprise. Ce n'était pas glamour, mais ça payait assez pour qu'elle puisse louer un minuscule appartement. Le jour de sa remise de diplôme, elle a déménagé. Les années qui ont suivi ont été dures, mais elle a gravi les échelons. Elle a saisi toutes les opportunités de formation offertes par son entreprise,
s'est portée volontaire pour des projets supplémentaires et a lentement grimpé l'échelle de l'entreprise. Bien qu'elle n'ait pas de diplôme universitaire, elle avait quelque chose de mieux, une expérience du monde réel et une détermination féroce à réussir. Pendant ce temps, les jumeaux ont fait leurs études universitaires comme prévu. Leurs parents ont trouvé, on ne sait comment, beaucoup d'argent pour leurs frais de scolarité, leur logement et leurs dépenses. Ils ont obtenu des diplômes prestigieux et des attitudes encore plus prétentieuses à ce sujet. L'ironie de l'histoire ? Carole n'arrivait pas à garder un emploi plus de 3 ou 4 mois. Elle avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi chaque poste n'était pas à la hauteur de ses talents. Et Kelvin ? Il travaillait comme superviseur d'entrepôt, un travail qui ne nécessitait certainement pas le diplôme coûteux pour lequel leurs parents s'étaient endettés. Mais oh, comme ils aimaient mentionner leurs études universitaires à chaque réunion de famille. Eh bien, en tant que personne diplômée en administration des affaires, commençait Carole, en lançant à Mandy ce regard de côté qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Tu sais, à l'université. Intervenait Kelvin, ne voulant jamais être en reste. Mandy restait assise là, sirotant son vin, en pensant que son salaire était supérieur à leurs revenus combinés. Parfois, elle devait cacher son sourire derrière son verre quand ils commençaient à se vanter de leur diplôme tout en ayant du mal à joindre les deux bouts. Un après-midi, pendant sa pause déjeuner, Mandy parcourait son fil d'actualité sans réfléchir quand elle a vu la publication de sa cousine Cynthia. Elle était là, dans une magnifique robe vert émeraude, rayonnante devant l'appareil photo. La légende disait « J'ai hâte de la grande fête de tante Rita ». Elle se figea, son sandwich à mi-chemin de sa bouche. L'anniversaire de sa mère n'était que dans quelques semaines, et elle n'avait entendu parler d'aucune célébration. Peut-être qu'elle tirait des conclusions hâtives. C'était peut-être pour toute autre chose. Ses doigts planèrent sur le clavier un instant avant qu'elle ne tape. Magnifique robe. C'est pour quelle fête ? La réponse de Cynthia fut presque immédiate. Pour la fête des 55 ans de tante Rita. Ça va être incroyable. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore commencé à prévoir ta tenue ? Mandy eut l'impression d'avoir été plongée dans de l'eau glacée. Sa mère organisait une grande fête d'anniversaire, et elle, sa fille aînée, n'en savait rien. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait son téléphone et appelait sa mère. L'appel sonna 4 fois avant qu'elle ne réponde enfin. Mandy, qu'y a-t-il ? Je suis assez occupée en ce moment, dit sa mère d'un air distrait. Maman, dit Mandy, en essayant de garder sa voix stable. Je viens de voir la publication de Cynthia sur ta fête d'anniversaire. Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler ? Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis un petit soupir. Quand sa mère parla à nouveau, sa voix avait ce ton condescendant familier que Mandy avait entendu toute sa vie. Oh, ça. Eh bien, Mandy, je ne t'ai pas invité parce que je ne veux pas que tu sois là. Mandy retira littéralement le téléphone de son oreille et le fixa un instant. Sûr d'avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne veux pas que je sois là » ? Je suis ta fille. Oui, eh bien, sa mère s'éclaircit la gorge. Le fait est, Mandy, que ce sera un événement assez huppé. Il y aura beaucoup de gens importants. Les associés de ton père, mes amis du country club. Et franchement, je serais gêné de te présenter. Tu n'as pas de diplôme universitaire, Mandy. Que dirais-je quand les gens demanderont ce que tu fais ? Ce serait inconfortable. Mandy resta assise, le téléphone collé à son oreille, écoutant sa mère lui dire essentiellement qu'elle n'était pas assez bien pour assister à la fête d'anniversaire de sa propre mère. Alors Carole et Kelvin sont invités, demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Bien sûr qu'ils le sont, répondit sa mère, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Ce sont des diplômés universitaires. Ils savent comment se comporter en compagnie sophistiquée. Mandy pensa à Carole, qui ne pouvait pas garder un emploi plus de quelques mois, et à Kelvin, qui travaillait dans un entrepôt. Mais ils avaient des diplômes, donc apparemment cela les rendait assez sophistiqués pour la fête de sa mère. Je vois, dit-elle, sa voix semblant étrange et distante à ses propres oreilles. C'est donc vraiment ce que tu penses de moi. Oh, ne sois pas si dramatique, Mandy. C'est exactement pourquoi je ne voulais pas avoir cette conversation. Tu transformes toujours tout en une scène. Mandy avait toujours su que sa mère aimait les jumeaux plus qu'elle. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement un traitement préférentiel ou une négligence désinvolte.
C'était sa mère déclarant explicitement qu'elle avait honte d'elle, qu'elle n'était pas digne d'être vue avec la famille en public. Elle a à peine dormi cette nuit-là, les mots de sa mère se répétant en boucle dans sa tête. Le matin, elle s'était convaincue que son père ne pouvait pas être d'accord avec ça. Il avait toujours été plus raisonnable, même s'il favorisait les jumeaux. Elle avait besoin d'entendre sa version des faits. Mandy s'est rendue chez ses parents le lendemain matin, répétant ce qu'elle dirait dans sa tête. Quand elle est arrivée dans l'allée, elle a remarqué que les voitures de Carol et Kelvin étaient là aussi. Génial. Toute la famille était à la maison pour cette confrontation. Sa mère ouvrit la porte avec un air exaspéré, comme si Mandy était une vendeuse à domicile interrompant sa journée. « Mandy, qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai besoin de parler à papa, » dit-elle en la bousculant pour entrer dans la maison. Ils étaient tous dans le salon. Son père dans son fauteuil habituel, les jumeaux avachis sur le canapé comme s'ils étaient chez eux. « Papa, commença-t-elle, sa voix tremblant déjà d'émotion. « Maman t'a parlé de notre conversation d'hier ? Qu'en penses-tu » Il se tortilla mal à l'aise dans son fauteuil, sans vraiment la regarder dans les yeux. « Je pense que ta mère a raison. Ce serait mieux si tu ne venais pas », les mots la frappèrent comme une gifle. Elle regarda autour d'elle ces gens qui étaient censés être sa famille. « Vous pensez tous comme ça ?» Carol leva les yeux au ciel. « Personne ne veut de toi là-bas. » Kelvin hocha la tête. « Pour une fois, ne peux-tu pas simplement accepter quelque chose sans en faire toute une histoire ?» Mandy n'en croyait pas ses oreilles. « Donc aucun de vous ne voit de problème à m'exclure d'une fête de famille ? Ne réalisez-vous pas à quel point c'est injuste ? Ça a été comme ça toute ma vie. Les jumeaux sont les favoris, et je suis relégué à l'arrière-plan. Vous ne me voyez même plus comme faisant partie de cette famille. Tu vois » s'exclama Carol en se levant, la pointant du doigt d'un air accusateur. « C'est exactement pour ça qu'on ne veut pas de toi. Tu es tellement dramatique, Mandy. Toujours à faire des scènes. Toujours à réagir négativement à tout. Chaque fois que quelque chose de bien nous arrive, tu essaies de le gâcher avec ton attitude. Tu es juste jalouse parce que Kelvin et moi avons réussi dans la vie alors que toi. Ça suffit, coupa Mandy, sa voix s'élevant. Réussi dans la vie ? Tu ne peux pas garder un emploi pendant 3 mois, et Kelvin travaille dans un entrepôt. La seule chose que vous avez réussi, c'est à être une blague. Mandy, haleta sa mère, serrant ses perles comme si Mandy venait de commettre une horrible faute de savoir-vivre. Elle se tourna vers son père, cherchant désespérément un signe de soutien, mais son visage s'était durci. « Je pense qu'il est temps que tu partes, » dit-il fermement. Cette conversation est terminée. Quitte notre maison immédiatement. Mandy sortit de la maison en trombe, claquant la porte si fort que les fenêtres tremblèrent. En montant dans sa voiture, elle pouvait les voir à travers la fenêtre du salon, probablement déjà en train de critiquer sa sortie théâtrale. Mais elle s'en fichait maintenant. Ils avaient enfin montré leur vrai visage. Tous. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais parfois, la vie vous offre une opportunité trop parfaite pour la laisser passer. C'est exactement ce qui s'est passé 2 semaines avant l'anniversaire de la mère de Mandy. Elle déjeunait dans un petit café du centre-ville. Pas son endroit habituel, mais son lieu de prédilection était bondé. En attendant sa commande, elle a balayé la pièce du regard. Et c'est là qu'elle a vu sa mère. Rita était assise dans une banquette d'angle, essayant d'être discrète sous un chapeau à large bord. Mais Mandy reconnaîtrait cette posture parfaite n'importe où. Elle n'était pas seule. Assis en face d'elle se trouvait un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il avait probablement la quarantaine, bien habillé en costume d'affaires, et ce n'était certainement pas son père. Tandis que Mandy observait, il tendit la main à travers la table et toucha celle de Rita. Elle gloussa, oui, elle gloussa littéralement, comme une écolière. Son téléphone était dans sa main avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle faisait. Elle a fait semblant de parcourir les réseaux sociaux, tout en orientant soigneusement l'appareil photo dans leur direction. Clique un autre contact. Clique un rire partagé. Clique. Au bout d'environ 1 heure, ils se sont levés pour partir. Mandy a attendu quelques instants, puis les a suivis. Ils sont montés dans sa voiture, une Mercedes noire et élégante, et elle a suivi dans la sienne, en gardant une distance de sécurité. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge, et elle a réussi à prendre plusieurs clichés nets d'eux s'embrassant passionnément,
complètement inconscients du monde qui les entourait. La Mercedes s'est garée devant l'hôtel Grand Plaza. Mandy s'est garée de l'autre côté de la rue et les a regardés entrer, main dans la main comme des adolescents amoureux. Elle a tout filmé. Leur entrée, la façon dont ils se sont enregistrés, comment ils ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher en attendant l'ascenseur. De retour à la maison, elle a commencé à planifier. Une recherche rapide sur Internet du numéro de plaque d'immatriculation de l'homme l'a conduite à ses profils sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été difficile à trouver. Richard Thompson. Promoteur immobilier à succès. Bureau au centre-ville. Marié. 3 enfants. Elle a passé les jours suivants à tout préparer. D'abord, elle a fait imprimer les photos professionnellement en grand format. Celle d'eux s'embrassant dans la voiture était particulièrement réussie. La vidéo de l'entrée de l'hôtel a été mise sur une clé USB, avec plusieurs autres clips qu'elle avait réussi à capturer. Elle a acheté la plus élégante boîte cadeau qu'elle a pu trouver, de couleur crème avec une garniture dorée. Chaque photo a été soigneusement roulée en tube et attachée avec un ruban de soie. Très chic. Très sophistiqué. Exactement comme sa mère insistait toujours pour que tout le soit. La carte de vœux était la touche finale. Elle a écrit le nom complet et l'adresse de Richard Thompson dans sa plus belle calligraphie, avec une petite note. Je pensais que vous aimeriez savoir qui est vraiment votre mari. Celle-ci était pour sa femme, dont Mandy était sûre qu'elle serait à la fête. Rita l'avait mentionné spécifiquement en parlant de sa liste d'invités sophistiqués. Elle ferma la boîte et l'attacha avec un magnifique ruban doré. Elle ressemblait exactement à ce à quoi on s'attendrait d'un cadeau d'anniversaire coûteux. Personne ne se douterait de ce qu'il y avait à l'intérieur avant qu'il ne soit trop tard. Le jour de la fête d'anniversaire de Rita est arrivé. Mandy avait tout organisé parfaitement. Le coursier devait livrer le colis à 20h30 précise, juste au moment où elle savait qu'il commencerait à ouvrir les cadeaux. Elle s'est assise dans son appartement ce soir-là, vérifiant nerveusement son téléphone toutes les quelques minutes. À 20h32, le coursier a confirmé la livraison. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était attendre. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Le lendemain matin, son téléphone a sonné à 7h. C'était sa cousine Cynthia, et elle était pratiquement essoufflée d'excitation. « Oh mon Dieu Mandy, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé à la fête hier soir. » Elle n'a pas attendu de réponse avant de continuer. C'était absolument fou. Tout se passait exactement comme le voulait tante Rita. Parfait et sophistiqué. Cynthia prit une inspiration avant de continuer. Puis ils ont commencé à ouvrir les cadeaux. Tante Rita en faisait tout un spectacle, lisant chaque carte à voix haute et s'extasiant sur tout. Puis elle est arrivée à cette boîte de couleur crème très élégante. Mandy pouvait se l'imaginer parfaitement. Sa mère, centre de l'attention, portant probablement quelque chose de cher et de bon goût, entourée de sa liste d'invités soigneusement choisis. Elle a ouvert la boîte et a vu ces choses enroulées attachées avec des rubans. Elle commentait même à quel point elles étaient magnifiquement présentées alors qu'elle dénouait la première. La voix de Cynthia est devenue plus aiguë d'excitation. Puis elle l'a déroulée. Mandy, je n'ai jamais vu le visage de quelqu'un changer de couleur si vite. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Mandy, en essayant de garder sa voix neutre. Tout a explosé. La photo la montrait en train d'embrasser un homme. Et devine quoi, l'homme et sa femme étaient tous les deux à la fête. Mandy serra plus fort le téléphone. Ton père a attrapé la photo et puis il a commencé à ouvrir tous les autres rouleaux. Chacun était pire que le précédent. Il y avait des photos d'eux entrant ensemble dans un hôtel, se tenant la main, tout. Cynthia était pratiquement euphorique en continuant. Ton père a juste pété les plombs. Il s'est jeté sur le type par-dessus la table. Ils ont commencé à se battre là, entre le gâteau et le champagne. La femme du type a commencé à crier sur ta mère, l'insultant de tous les noms. Elle jetait des choses, des verres, des assiettes, tout ce qu'elle pouvait atteindre. Elle criait qu'ils étaient mariés depuis 20 ans, qu'ils avaient 3 enfants, que ta mère était une briseuse de foyer. Un briquet encore serré. Son visage était déformé par une rage triomphante. Maintenant, tu ne peux plus épouser mon fils, déclara-t-elle, la voix suraiguë par l'hystérie. Nelson a besoin de quelqu'un de notre cercle social, pas d'une inconnue des mauvais quartiers. Elle jeta son sac de créateur par-dessus son épaule, l'air immensément satisfaite d'elle-même. Victoria,
à 25 ans, ne s'était jamais attendu à voir sa robe de mariée brûler à peine 30 minutes avant de remonter l'allée. Ces trois demoiselles d'honneur se tenaient figées de stupeur, leur robe lavande contrastant vivement avec le tissu fumant à ses pieds. « Madame Anderson, dit-elle, la voix étonnamment calme alors qu'elle attrapait son téléphone. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Monica se mit à rire, un son aussi cassant que du verre. « Ce que j'ai fait, c'est sauver mon fils de la plus grande erreur de sa vie. Tu penses qu'un diplôme d'université communautaire et un emploi dans une agence de publicité locale te rendent assez bien pour un Anderson? Mon Nelson doit être avec Melissa Hammond. Son père possède la moitié du centre-ville de Cleveland. » Victoria appuya sur un bouton de son téléphone, observant le visage de Monica pendant qu'elle le faisait. Sa demoiselle d'honneur, Naomi, se déplaça rapidement pour ouvrir une fenêtre, essayant de dissiper la fumée qui remplissait maintenant la pièce. « Le mariage est annulé, » continua Monica, agitant la main d'un air dédaigneux. « Je dirai simplement à tout le monde que tu as eu peur. » Nelson sera contrarié pendant un certain temps, mais il finira par comprendre. « En êtes-vous si sûr ?» demanda Victoria en tournant l'écran de son téléphone vers elle. Dessus s'affichait une vue en direct de l'espace de la cérémonie, les élégantes rangées de chaises blanches, l'arche florale à l'autel, et l'immense écran de projection qui montrait maintenant une vue parfaite de cette même pièce, révélant Monica dans toute sa gloire destructrice. Le visage de Monica pâlit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La diffusion en direct du mariage. Expliqua calmement Victoria, pour les grands-parents de Nelson en Floride et ma sœur, qui est en mission à l'étranger. Elle est en marche depuis 20 minutes, capturant tout, l'arrivée des invités, l'installation des musiciens. Elle fit une pause, croisant le regard de Monica. « Et vous, en train de détruire ma robe de mariée tout en annonçant vos véritables sentiments à mon égard. Éteins ça. » Monica se jeta sur le téléphone, ses boucles parfaites se défaisant. « Tu as planifié ça. Tu m'as tendu un piège. » Naomi s'interposa entre elles. « Madame Anderson, tout le monde vient de vous voir commettre un incendie volontaire en direct. Je pense que vous devriez prendre un moment pour réfléchir à votre prochain geste. » Le téléphone dans la main de Victoria vibra de messages entrants. Sa demoiselle d'honneur, Mirabelle, jeta un coup d'œil à l'écran et halta. « C'est Nelson. Il arrive à la suite nuptiale. » Les yeux de Monica s'écarquillèrent de panique. Elle regarda frénétiquement autour de la pièce, comme si elle cherchait une issue de secours. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » lança-t-elle. « Je testais juste le tissu. Les robes de mariée sont censées être ignifugées. » Des murmures des invités rassemblés pouvaient être entendus depuis le haut-parleur du téléphone. L'angle de la caméra avait changé. Quelqu'un avait pris le contrôle de la diffusion en direct, montrant maintenant la réaction des invités au mariage. Le père de Nelson était assis, le visage de Pierre, au premier rang. Le témoin de Nelson se précipitait déjà vers le bâtiment. Mais l'image la plus parlante était celle de Nelson lui-même. Il n'attendait plus patiemment à l'hôtel, mais sprintait dans l'allée centrale, le visage un masque de choc et de fureur. « Victoria » murmura sa demoiselle d'honneur Grace. « Que allons-nous faire pour la cérémonie? Devrions-nous dire à tout le monde de rentrer à la maison ?» Victoria baissa les yeux sur les restes fumants de sa robe de rêve. Il ne restait plus que des lambeaux noircis sur le parquet ancien. La partie pratique de son esprit, celle qui lui avait permis de financer ses études en travaillant à 2 emplois, calculait déjà les prochaines étapes. « Non, » dit-elle fermement. « La cérémonie aura lieu, mais différemment. » La porte s'ouvrit brusquement. Nelson se tenait là, toujours en smoking, ses yeux passant de Victoria à sa mère, puis à la robe en ruine sur le sol derrière elle. Le directeur du lieu et son père apparurent derrière lui, tous deux l'air horrifiés. « Maman, » dit Nelson, sa voix dangereusement calme. « Dis-moi que je ne viens pas de te voir brûler la robe de mariée de Victoria, tout en disant qu'elle n'est pas assez bien pour notre famille. » L'attitude de Monica changea instantanément. « Chérie, tu ne comprends pas. Je te protégeais. Cette fille n'en a après ton argent que depuis le premier jour. Je testais son caractère et... » « Tais-toi. » Nelson la coupa. « Arrête de mentir. J'ai tout entendu. » Il se tourna vers Victoria, ses yeux s'adoucissant. « Vic, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait une chose pareille. » Victoria contourna prudemment le tissu brûlé, se dirigeant vers lui.
Ce n'est qu'une robe. Dit-elle, bien qu'ils sussent tous les deux que c'était bien plus que ça. Mais ta mère vient de montrer exactement ce qu'elle pense de moi, de nous, devant tout le monde que nous connaissons. Nelson prit ses mains dans les siennes, semblant indifférent aux protestations bredouillantes de sa mère. Que veux-tu faire, Vic? C'est à toi de décider. Avant qu'elle ne puisse répondre, M. Anderson apparut derrière Nelson, l'expression sombre. Monica. Sa voix était basse, contrôlée, mais avec une dureté que Victoria n'avait jamais entendue auparavant. Que as-tu fait? Richard, s'il te plaît, plaida Monica. Tu sais que les Hammond seraient un bien meilleur parti. Leur famille fait partie de la société de Cleveland depuis des générations, contrairement à Victoria. Qui a bâti une carrière réussie grâce à son travail acharné et sa détermination? Monsieur Anderson termina, secouant la tête de dégoût. Tu es allé trop loin cette fois. Le téléphone de Victoria continuait de vibrer de notifications. Elle baissa les yeux pour voir des messages affluer des invités qui regardaient tout se dérouler sur la diffusion en direct. La coordinatrice du lieu planait dans l'embrasure de la porte, l'air incertain. Mademoiselle Lewis, dit-elle avec hésitation. Les invités demandent ce qui se passe. Devrions-nous faire une annonce? Victoria regarda à nouveau les ruines de sa robe, puis ses demoiselles d'honneur dans leur robe lavande. Un plan se formait dans son esprit, un plan qui transformerait la tentative de sabotage de Monica en quelque chose de complètement différent. Dites-leur qu'il y a eu un changement de programme, dit-elle. Mais la cérémonie aura lieu dans 20 minutes. Monica ricana. En quoi? En sous-vêtements? Tu ne peux pas. Dans ma robe de secours, interrompit calmement Victoria. La pièce devint silencieuse. Nelson la regarda, confus. Tu as une robe de secours? Elle n'en avait pas, bien sûr. Mais 6 mois de travail avec des clients capricieux à l'agence de publicité lui avaient appris à toujours avoir un plan de secours. Grace, se tourna-t-elle vers sa demoiselle d'honneur. Tu te souviens de cette séance photo que nous avons faite pour Astérisque Cleveland Bride Astérisque le mois dernier? Appelle Elisa et demande si sa robe d'échantillon est toujours disponible. Les yeux de Grace s'écarquillèrent de compréhension. Le fourreau ivoire avec l'empiècement en dentelle? Il devrait aller parfaitement. Monsieur Anderson s'avança, sortant son téléphone. Je vais demander à mon chauffeur de la récupérer immédiatement. Où se trouve-t-elle? Pendant qu'il coordonnait la récupération de la robe, Victoria se retourna vers Monica, qui regardait avec incrédulité son plan s'effondrer. Tu pensais vraiment qu'une robe arrêterait ce mariage? Après tout ce que Nelson et moi avons traversé. Mais tout le monde regarde, siffla Monica en désignant le téléphone. Ils ont tous vu ce qui s'est passé. Oui, acquiesça Victoria. C'est vrai. Et maintenant, ils verront aussi ce qui va se passer ensuite. Elle se tourna vers la caméra, sachant que les invités regardaient toujours. À tous ceux qui attendent, merci de votre patience. La cérémonie sera légèrement retardée, mais l'amour trouve toujours un chemin. Même quand quelqu'un essaie de le réduire en cendres. Une acclamation éclata des haut-parleurs du téléphone alors que les invités dans l'espace de la cérémonie montraient leur soutien. Nelson lui serra la main, la fierté évidente dans ses yeux. Maman, dit fermement Nelson. Tu dois partir. Papa te ramènera à la maison. Tu n'es plus la bienvenue à notre mariage. Le visage de Monica se tordit de rage. Tu la choisirais elle plutôt que ta propre mère? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Après ce que tu as fait aujourd'hui, rétorqua Nelson. Absolument. Les 20 minutes suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Monica fut escortée par la sécurité après que M. Anderson, avec des excuses mais fermement, y ait insisté. Elisa de Astérisque Cleveland Bride Astérisque arriva avec non pas une, mais 3 robes d'échantillon. La suite nuptiale se transforma en un quartier général de la mode improvisée, avec ses demoiselles d'honneur, la coordinatrice du lieu, et même certaines des invités qui se portèrent volontaires pour aider. Celle-ci, déclara Naomi, en tenant une élégante robe fourreau ivoire avec de délicats détails en dentelle. Elle est parfaite pour ta silhouette, et nous pouvons la préparer en quelques minutes. La couturière du lieu, initialement engagée pour des ajustements de dernière minute, fit des miracles avec des épingles de sûreté et des points rapides. Pendant ce temps, Nelson retourna dans l'espace de la cérémonie pour s'adresser personnellement aux invités.
Grâce à la diffusion en direct, que quelqu'un avait judicieusement positionnée vers l'autel, Victoria pouvait l'entendre parler. Aujourd'hui n'a pas commencé comme nous l'avions prévu, dit-il, la voix stable malgré tout. Mais Victoria et moi avons toujours cru que ce ne sont pas les circonstances parfaites qui font fonctionner un mariage. C'est la façon dont on gère ensemble les circonstances imparfaites. Une salve d'applaudissements suivit ces paroles. Victoria sourit tandis que Grace ajustait le voile emprunté sur sa tête. Voilà, dit Grace en reculant pour admirer son travail. Tu es absolument magnifique. La robe n'était pas celle que Victoria avait prévu de porter en devenant Madame Nelson Anderson. Mais en se regardant dans le miroir, elle réalisa qu'elle lui allait parfaitement. Plus simple, plus élégante, et d'une certaine manière plus forte que son choix initial. Comme elle, s'adaptant aux circonstances plutôt que d'être vaincue par elles. Monsieur Anderson frappa doucement à la porte avant d'entrer. Ses yeux s'écarquillèrent en la voyant. « Victoria, tu es magnifique. » Il hésita, l'expression peinée. « Je tiens à m'excuser pour Monica. » Son comportement était inexcusable. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour elle, monsieur Anderson, répondit-elle. Ce n'est pas vous qui avez brûlé ma robe. » Il hocha la tête avec reconnaissance. « Nelson m'a envoyé pour te dire que tout le monde est prêt quand tu le seras. » Et il ajouta avec un petit sourire, « Ton patron de l'agence est là. » Apparemment, il documente tout pour ce qu'il appelle la plus grande campagne de marketing viral de mariage que Cleveland ait jamais vue. Victoria se mit à rire. Faites confiance à Heidi pour voir une opportunité promotionnelle dans une catastrophe. Le monde de la publicité lui avait appris que parfois, les histoires les plus captivantes naissent de la manière dont on surmonte des défis inattendus. La coordinatrice du lieu apparut à la porte. « Nous sommes prêts quand vous le serez, mademoiselle Lewis. Les musiciens sont prêts, et nous avons ajusté l'éclairage pour compléter votre nouvelle robe. » Attendez, dit Victoria, une idée se formant. La diffusion en direct est toujours en cours, n'est-ce pas? Lorsque la coordinatrice le confirma, Victoria prit une décision rapide. Pouvons-nous la projeter dans l'espace de la cérémonie encore quelques minutes? J'aimerais que tout le monde nous voit marcher d'ici à là-bas. Tout le trajet, pas seulement l'arrivée. 10 minutes plus tard, alors que ces demoiselles d'honneur et elle traversaient le sentier du jardin du lieu vers l'espace de la cérémonie, Victoria savait que chaque pas était diffusé aux invités qui attendaient. Pas comme une entrée nuptiale traditionnelle, mais comme quelque chose de plus puissant. Une déclaration que rien, pas même une belle-mère vengeresse avec un briquet, ne pourrait arrêter ce mariage. Alors qu'elles approchaient des portes de l'espace de la cérémonie, elles pouvaient entendre les applaudissements des invités devenir plus forts. Nelson attendait juste à l'intérieur, son visage s'illuminant en la voyant. « Prête à te marier ?» demanda-t-il en prenant sa main. « Plus prête que jamais », répondit-elle en lui serrant les doigts. La cérémonie qui suivit n'était pas celle qu'ils avaient répétée, mais elle semblait plus authentique que tout ce qu'ils auraient pu planifier. Alors qu'elle remontait l'allée dans sa robe empruntée, les invités se levèrent, applaudissant plutôt que de maintenir le silence respectueux traditionnel. Leur visage montrait non seulement la joie habituelle d'un mariage, mais quelque chose de plus profond. Le respect, l'admiration, la solidarité. Le père de Nelson se tenait fièrement au premier rang, jetant parfois un coup d'œil au siège vide où Monica aurait dû être. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Victoria, transmettant un soutien sans parole. Leur officiant, le pasteur Mitchell, sans lien de parenté, bien qu'ils en aient souvent plaisanté, improvisa magnifiquement. « Cher bien-aimé, commença-t-il, nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins non seulement d'un mariage, mais d'un triomphe de l'amour sur l'adversité. » Victoria et Nelson ont déjà affronté leur premier défi en tant que couple, et ils l'ont relevé avec grâce, résilience et un engagement inébranlable l'un envers l'autre. Pendant les vœux, Nelson ajouta des lignes qui n'étaient pas dans la répétition. « Je promets de te soutenir contre quiconque essaiera de se mettre entre nous, » dit-il, sa voix portant jusqu'au fond de la salle et au-delà, jusqu'à ceux qui regardaient la diffusion en direct. Même si, et surtout si, cette personne est de ma propre famille. Au moment de l'échange des alliances, un moment de panique traversa le visage de Nelson. Les alliances avaient été avec sa mère pendant les préparatifs d'avant-cérémonie. Monsieur Anderson s'avança rapidement, sortant la boîte de velours de sa poche. « J'ai pris la liberté de les récupérer plus tôt, » expliqua-t-il doucement, juste au cas où. Après qu'ils eurent été déclarés mari et femme,
La célébration qui éclata sembla libérer toute la tension qui s'était accumulée au cours de l'après-midi. Alors qu'il redescendait l'allée, Victoria remarqua Eddie, son patron, filmant discrètement sur le côté. Il lui fit un pouce levé qui réussit à être à la fois professionnel et sincèrement ému. La réception qui suivit dans la salle de bal du grand pavillon avait une atmosphère différente de tous les mariages auxquels elle avait assisté. Au lieu de conversations polies et de rituels de mariage standard, il y avait un air de défi presque festif. Quelqu'un avait créé à la hâte un filtre Snapchat personnalisé représentant un phénix renaissant de ses cendres, avec leur nom en dessous. Ton mariage est en tendance locale sur les réseaux sociaux, l'informa Naomi alors qu'ils entraient à la réception. Les gens utilisent les hashtags #renaître de ses cendres et #peut pas se brûler l'amour. Le colocataire d'université de Nelson, Tom, qui travaillait dans les relations publiques, s'approcha d'eux avec son téléphone. Le astérisque Cleveland plein dealer astérisque veut une déclaration, dit-il. Leur rédactrice en chef lifestyle a vu la diffusion en direct. Apparemment, sa nièce était une invitée, et ils appellent ça le mariage le plus résili de Cleveland. Dites-leur que nous sommes simplement reconnaissants pour le soutien de tout le monde. Répondit Nelson, ses bras solidement autour de la taille de Victoria. Et que le véritable engagement signifie affronter les obstacles ensemble, pas les fuir. Au fil de la soirée, Victoria remarqua M. Anderson parler intensément avec divers membres de la famille. La gestion de crise était évidente dans ses gestes et ses expressions. La tante de Nelson, Diane, s'approcha de leur table pendant le dîner, se penchant pour parler en privé. Richard est hors de lui, confia-t-elle. Monica a été raccompagnée chez elle, mais elle menace de couper Nelson de l'entreprise familiale s'il ne revient pas à la raison. Richard lui a dit qu'après aujourd'hui, c'est elle qui devait s'inquiéter pour sa position dans l'entreprise. Nelson serra la main de Victoria sous la table. Papa a toujours été la colonne vertébrale de la famille, dit-il. Maman ne l'a jamais réalisé parce qu'il la laissait penser qu'elle était aux commandes. Alors que leur première danse commençait, Victoria ne put s'empêcher de remarquer les tables vides près de l'avant de la salle. Des places réservées aux amis du country club de Monica qui avaient discrètement disparu après l'incident. À leur place, des collègues de son agence de publicité s'étaient avancés. Comblant le vide avec un soutien sincère. Monsieur Anderson gère la crise comme un pro, commenta Eddie, s'approchant d'eux après la danse avec 2 verres de champagne. Il remercie personnellement tout le monde d'être resté, tout en faisant subtilement savoir aux alliés de Monica qu'ils ne manqueront à personne. Nelson hocha la tête, regardant son père parcourir la salle avec un respect nouveau. Je crois que c'est la première fois que je le vois lui tenir tête si publiquement, murmura-t-il. 27 ans de mariage, et aujourd'hui a été son point de rupture. La photographe de mariage, initialement engagée par Monica, s'approcha avec précaution. Madame Anderson, dit-elle, puis se corrigea rapidement avec un sourire. La jeune Madame Anderson. J'ai capturé de beaux moments aujourd'hui, mais je voulais poser une question sur l'incident de la robe. Certains invités ont pris des photos. Préféreriez-vous que je leur demande de les garder privées? Victoria échangea un regard avec Nelson avant de répondre. En fait, je pense que l'honnêteté est la meilleure approche ici, dit-elle. Cela fait partie de notre histoire maintenant. Comme par hasard, son téléphone vibra d'une notification. Le court clip de Monica mettant le feu à la robe avait déjà été vu plus de 20 000 fois sur une page d'actualité locale de Cleveland. La section des commentaires débordait de soutien, entrecoupée d'histoires d'autres mariés qui avaient fait face à des beaux-parents difficiles. Tu ne l'as peut-être pas prévu, dit Eddie en faisant défiler les commentaires. Mais tu as lancé un mouvement. Tenir bon face aux relations familiales toxiques résonne auprès des gens. La cousine de Nelson, Benita, apparut à leur table, son expression un mélange d'embarras et de détermination. Je veux que V. Ne durerait pas, la fit sursauter. Son cœur bondit. Elle n'attendait personne, et après tout ce qui s'était passé, elle était sur ses gardes. Elle s'approcha lentement de la porte, jetant un coup d'œil par le Judas. C'était Théo. Elle ouvrit rapidement la porte, un soulagement l'envahissant. Théo, que se passe-t-il? Il faut qu'on parle, dit Théo en entrant. Son visage était sérieux, l'inquiétude gravée sur ses traits. Il y a eu un développement. Martins a trouvé quelque chose qui pourrait tout changer. Le cœur de Mam battait à tout rompre. Qu'est-ce que c'est? Théo soupira, passant une main dans ses cheveux.
Martins a trouvé des documents, des dossiers reliant la famille de Tammy à la mort de ton père. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est plus profond. Cela implique un syndicat international, et ce n'est pas seulement Tammy. Damien est plus impliqué que nous le pensions. Mam sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel point sommes-nous en danger? L'expression de Théo s'assombrit. Énormément. Mais nous avons une chance maintenant. Avec ces documents, nous pouvons enfin les faire tomber. Mais nous devons agir vite avant qu'ils ne réalisent que nous sommes sur leur piste. Mam hocha la tête, sa résolution se durcissant. J'en suis. Quoi qu'il en coûte, je suis prête. Théo posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons surmonter ça, Mam. Ensemble. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire. T. Als ich auf de finirans ulassen, wer ich werden könnt und wer bist du jetzt, die Fraging in der Luft, als Amanda deitur abskloss. Durch das Fenster kommt citant Lisa Gartan sehen, der trotz ihrer Abwesenheit imenoch blüht. Ich bin jemand, der den Unterschiedlichen rasch und gerechtig kennt, sagt sie schließlich. Und was noch wichtig ist, ich bin jemand, der weiß, welch von beiden Merzalt benita nicht verstand nicht wohl. Si gingens uiren je trentan auto, of dem wex uiren je trentan aimant wex uiren je trentan aimant. Aber jetzt verbinden dur chez toi starkeres als je teiten schmerz oder je teiten triumph. Amanda startet iren motor und sasu, oui benitas uerst davon fur. Morgan urden sidem vorstan je genubertretan, die fusion becan geben und beginant, et toi auf zuboin, das weder ireltern noch tant lisa sichret unvorstellen können. Aber et nacht, in der Steve tant lisa les remos, spurt Amanda, oui die letzten teir altan selbst die uitand, übersehen zweit tochter andlich abfilen. Die waret über rasch war nicht, das sie die schelt. War, das man manchmal, waren man siverfolgt, et toi besser finde. Die Magt, sen egen geschicht neus schreiben, nach egenen bedingungen. Si für vom Bordstein wegunt liestant lisaos und olsen gister intessich. Vorier lag die zukunft, die sigewalt retten. Nicht die für sigewalt worden war. Und das war, mehr als gederach, der süßeste Sigvon allen.